Le sujet qui nous intéresse ce matin, messieurs, armées africaines, pourquoi sont-elles si fermes? Le cas du Mali. Les crises actuelles au Mali et en RD Congo le confirment une nouvelle fois. Mal équipées, mal commandées, eh bien, mal entraînées et mal aimées, la plupart des forces de sécurité subsahariennes sont dans un piteux état. Le patron d'Africom, le commandant militaire américain pour l'Afrique, est allé droit au but lors d'un briefing accordé le 3 décembre d'il y a peut-être 3 ans aujourd'hui au Homeland Security Policy Institute, un think tank réputé de Washington, prié de s'exprimer sur les chances de réussite d'une opération militaire au nord Mali. Le général Carter Frank M s'est dit très sceptique sur les capacités d'une force conjointe africaine à mener seule une telle action. Eh bien, depuis de longues années aujourd'hui, a-t-il expliqué, les rares armées opérationnelles du continent ont été entraînées et surtout équipées pour participer à des opérations de maintien de la paix, mais elles sont incapables de mener une guerre offensive. Ce sont en tout cas son propos. Et d'autres termes, si nous occidentaux ne prenons pas les choses en main, ce qui en l'état n'est ni envisageable ni souhaitable, il ne se passera rien. Le diagnostic est donc cruel, mais il est juste. Et ce qu'il vaut pour l'armée malienne, en déroute, chassée de Kidal, Gao et Tombouctou, en moins de 3 mois, après avoir abandonné armes, bagages et munitions aux mains des insurgés, eh bien, vaut aussi pour une bonne partie de l'Afrique francophone, 50 ans après les indépendances. Aucune armée, ou presque, n'est en mesure de défendre son propre territoire national. Comme d'habitude, c'est de ce fait révélateur et surtout des crises africaines qu'est la RD Congo que nous viennent en tout cas les images les plus choquantes de cette faillite. On peut parler également du Nord Kivu, de la chute de Goma et bien d'autres parties, en tout cas de la RD Congo, sans oublier les autres armées sur le continent africain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on aime souvent le dire, déjà au Cameroun? Je vais me tourner vers Bertrand Tatinda. Bertrand Tatinda, eh bien finalement, les armées africaines, à quoi servent-elles finalement? Ben, elles servent à, comment je vais dire, que elles sont dévoyées aux missions que veut bien leur dévoyer le chef suprême. Mais moi, je vois cette histoire différemment. Oui. C'est-à-dire que pour moi, une armée, entre guillemets, c'est une idéologie. Vous voyez le monde occidental qui a pour idéologie l'ultralibéralisme, le capitalisme, le profit à outrance. Ils conçoivent leurs armées en fonction de cette idéologie. C'est-à-dire des armées qui doivent aller dans d'autres territoires, dans d'autres continents, rechercher en quelque sorte ce pourquoi leur économie vive. Ils veulent des matières premières, eh bien, ils vont chercher des matières premières. Et quand vous regardez en fait comment sont équipées leurs armées, ce sont des armées véritablement offensives. Ce sont des armées offensives. Ils développent vraiment les services secrets. Ces armées sont appuyées sur les services secrets. Vous voyez un pays comme les États-Unis, vous en avez pratiquement près d'une trentaine, une quarantaine, voire une centaine de services secrets. Des fois, c'est des toutes petites cellules. À la limite même, chaque Américain est plus ou moins un soldat américain. Quand vous venez en Afrique, vous regardez la structuration de nos armées. Il y a 2 grands groupes. Vous avez des armées de pays, en fait, qui ont acquis leur indépendance par la lutte. Ce qu'on a appelé les fronts de libération. Oui. Où les militants de ces partis étaient aussi des militaires. Ces armées sont généralement difficiles à battre parce qu'elles ont une idéologie. Elles savent ce que c'est que la liberté. Elles se sont battues pour la liberté et pour la souveraineté. Vous prenez le cas par exemple d'un pays comme l'Angola. Ce sont des militaires de naissance. Parce que le militaire angolais est un homme politique. On a suffisamment parlé du cas du Zimbabwe avec, en quelque sorte, Robert Mugabe. Dont les hommes politiques sont comment je vais dire que des militaires, entre guillemets, civils qui font la guerre. Et vous regardez, en fait, des pays où la France va constituer une armée, entre guillemets, d'indigènes, c'est-à-dire qu'elle va recruter comme ça, sans véritablement doter cette armée d'une idéologie et même de mission. Troisième des choses, c'est-à-dire une armée. Mettre sur pied une armée, ça coûte très cher. Ça coûte extrêmement cher. Parce que il faut d'abord, au-delà des différentes procédures de sélection, ben, il faut former les hommes. Former un militaire, ça n'a rien à voir avec, par exemple, former un élève. C'est un élève, un écolier. Au-delà de ça, il faut équiper. Or, nous n'avons pas, comment je vais dire que nous ne sommes pas des États industriels, nous ne sommes pas des États riches. Je prends un exemple, comme le Cameroun. Vous avez 5 000 milliards de budget de Cameroun. Nous sommes déjà des néocolonies.
Nous avons des accords de coopération et de défense. Ces accords de coopération et de défense, entre guillemets, nous interdisent d'avoir des armées. Parce que ces accords vous expliquent que votre sécurité, en fait, est garantie par la France. Par la France. Donc, oui. vous n'avez pas le droit d'avoir d'armée. Et quand vous n'avez pas le droit d'avoir d'armée, si vous prenez, comme j'ai dit, 5 000 milliards de budget, le budget de la défense du Cameroun, comment vous faites pour en même temps former les hommes, pour en même temps recruter, mettre sur pied, comment je vais dire, des centres d'instruction, oui. pouvoir équiper pour tout genre de menaces. Donc vous voyez donc qu'on en est réduit à faire un peu de bricolage. Et là, votre armée vaut ce qu'elle vaut en fonction de votre coopération relativement avec la France. Or, qu'est-ce qui va se passer? On va vivre, quand vous prenez le cas des pays francophones, une étude démontre que de 1960 à 1990, on a eu près de 350 à 400 interventions françaises au sein de nos États. Soit des coups d'État, soit en quelque sorte des résolutions au Conseil de sécurité, oui. soit en quelque sorte de soutien à des milices armées, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait donc, résultat des courses, que les présidents africains ont cru penser que pour être en sécurité, il fallait en quelque sorte segmenter l'armée, se doter de ce qu'on appelle les gardes présidentielles, qui sont au service souvent d'un homme relativement équipé avec un certain nombre de moyens et des filières d'équipement, et une armée régulière souvent qui n'a pas beaucoup de moyens. Ça fait qu'on en retrouve dans la structuration de certaines armées, de l'armée dans l'armée. Et enfin, les armées africaines ont obéi aussi à ce qu'ont été nos sociétés. Elles ont été gangrénées par l'affairisme, par la corruption. Beaucoup de gens et beaucoup de jeunes croient qu'on va s'enrichir dans l'armée. Parce que c'est un métier particulier, c'est un métier effectivement où on prend des risques, on donne sa vie pour la patrie. Donc il faudrait effectivement qu'ils aient un certain nombre d'avantages, mais vous en avez certains qui abusent. Et avoir la tenue vous confère en fait une forme d'influence, de l'influence. Quand vous êtes un haut gradé militaire dans nos pays, vous avez de l'influence sans pour autant faire de la politique. Et ils en abusent. Ça fait qu'on a une cassure se crée entre ce qu'on va appeler l'infanterie, les hommes de terrain, ces enfants de terrain qui sont généralement les sergents, les caporaux qui sont au taquet oui. en cas d'insécurité, et la haute hiérarchie militaire souvent qui vit dans une forme de confort. Ça fait que quand ces enfants n'arrivent à ne plus tout à fait respecter leur patron au vu d'un certain nombre d'actes d'affairistes. Voilà un peu pour moi ce qui peut expliquer que nos armées souvent n'arrivent pas à faire face en quelque sorte aux problèmes et aux défis de l'heure. Alors encore que, avec les guerres contre le terrorisme, vous faites face généralement à ce qu'on appelle des guerres asymétriques. Vous n'avez pas l'adversaire en face. Donc, il faut développer d'autres segments qui travaillent avec l'armée et qui permet à l'armée d'être efficace, notamment les services secrets. Là aussi, la formation, ça coûte cher. Là aussi, il y a un certain savoir-faire à avoir que nous n'avons pas souvent. Mais de plus en plus, les choses essayent d'aller dans le bon sens parce que, comme j'ai dit, des armées comme l'armée algérienne, un ancien front de libération, l'armée égyptienne, avec Nasser qui était un Algérien, l'armée angolaise, l'armée même camerounaise, oui, parce que oui, on a été à la pointe véritablement de la lutte d'indépendance, font que vous avez une différence entre ces pays-là, effectivement, et des armées qui ont été constituées par la France uniquement pour être en quelque sorte vigiles des intérêts français. Merci beaucoup Bertrand Tatina pour cette première prise de parole. Je vais me tourner vers le docteur Soros. Serge, vous avez suivi Bertrand Tatina qui nous a précisé en détail que pour les Français, surtout pour les colonies françaises, les néo-colonies françaises d'ailleurs, vous n'avez pas le droit d'avoir une armée parce que vous êtes protégé par la France. Et depuis la nuit des temps, après les indépendances, ou alors avant même les indépendances, on a l'impression, jusqu'à preuve de contraire, que les États africains n'ont pas de véritables armées, parce que jusqu'à preuve de contraire, il y a un point d'orgue, ils sont protégés par la France. Mais le problème est un peu profond. Est-ce qu'ils ont d'abord la capacité ou la volonté d'assumer leur indépendance? Parce que armée et indépendance sont intimement liées. Oui. Ce d'autant plus que l'armée, scientifiquement, ou bien je vais dire ontologiquement, une armée, c'est l'expression d'un des principaux piliers de la souveraineté d'un peuple. Ça et ça depuis que les hommes se sont constitués en communauté. Et une véritable armée a un trépied. C'est-à-dire qu'elle est d'abord la résultante de la volonté de la communauté qui s'est constituée à sauvegarder son espace de souveraineté.
L'armée, c'est la souveraineté, c'est pas la sécurité. La sécurité, c'est la police, la gendarmerie, l'organisation sociale. Oui. On constitue une armée. Quand un peuple se met en place, il constitue son armée en fonction de sa volonté d'être, de survivre et de grandir. Et à partir de ce moment-là, il prend deux éléments essentiels. Son armée ne doit pas dépendre d'un autre élément. C'est-à-dire que ce qui concerne le paquetage, ce que les Américains avaient appelé GIs. L'expression GIs là, ce n'est pas le nom de militaire, hein. C'est l'ensemble de ce que représente un militaire, tant sur le plan économique que sur le plan politique. C'est-à-dire ce qui lui revient de droit et que le peuple doit produire. Pour que si on a besoin d'aller dans une guerre, on ne dépende pas de quelqu'un qui va nous ravitailler. À partir de ce moment-là, quand vous allez regarder les armées africaines, il n'y a pas d'armée. Il n'y a que 3 pays en Afrique qui produisent des armes. Ils vont donc l'armée en Afrique est même une cause de dépendance. Première chose. Deuxième chose, il faut voir l'histoire de la création de nos armées. Ce sont les gardes prétoriennes qu'on a mises en place pour protéger les agents commerciaux que l'impérialisme colonial avait mis en place pour sécuriser ce que Tatsinda a appelé les matières premières. Parce que les gens oublient souvent que Anton Giscard avait dit que l'Europe ne tirera pleinement profit de son épanouissement l'Europe qu'en soumettant les autres peuples. Et ils avaient mis en place 3 éléments, les missionnaires, les marchands et les militaires, pour aller en guerre. Comment vous pouvez donc constituer vos armées et les faire dépendre de celui qui a mis en place une politique systématique de vous contrôler? Le troisième élément, c'est qu'en réalité, nous confondons beaucoup de choses dans la constitution d'une armée. Une armée n'est... Quand vous entendez le mot qui fait qu'on pèse l'armée, c'est la guerre. Au lieu des soldats, il faut les guerriers. Voici la différence. Un soldat, c'est un fonctionnaire. Tout à fait. C'est quelqu'un qui est venu là pour gagner de l'argent. Il n'est pas venu là pour faire une guerre. Donc mentalement, il n'est même pas préparé à aller à la guerre. Quand la guerre éclate, il est déjà mal. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est une fonction qui lui permet d'avoir un statut social et qui mène sa vie paisiblement jusqu'à la mort. Un guerrier, c'est un patriote qui considère que si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est pour ça que la plupart des pays qui sont forts ont une armée de civils, ce qu'on appelle les réservistes, c'est-à-dire le citoyen. Le vrai militaire est d'abord un bon citoyen. On vantait même la discipline en disant que quand vous voulez les bons citoyens, il faut qu'ils passent par la formation militaire. Parce que là-bas, on sait qu'on sera rectus. Or, en Afrique, les armées sont des gardes prétoriennes qui sont l'autre pendant de la civil population corruption qui gouverne. C'est-à-dire, dans l'armée, on a créé un groupe de gens qu'on va continuer aussi à corrompre, mais on leur donne les armes pour qu'au cas où l'élément qu'on a mis en place pour contrôler la colonie est menacé par le peuple. Nos armées sont les ennemis des peuples, alors que l'armée est le bras du peuple. Nos armées sont les ennemis du peuple. Regardez seulement comment ils se comportent. Vous voyez les gens qui marchent avec les tenues et leur paquetage au milieu des civils. Dans certains pays, c'est hautement dangereux. Parce qu'on peut vous arrêter quand vous êtes seul, on vous arrache tous vos armes et tout, et on commence à s'en servir contre les peuples. C'est pour ça que dans les pays qui se respectent, les militaires sont dans les casernes, et quand ils sortent en civil. Parce qu'on sait que même en civil, la formation qu'ils ont fait qu'ils sont en sécurité. Parce qu'ils sont le bras sécurier du peuple pour la défense. Et ils sont là pour une action prospective qui sécurise la souveraineté du territoire. Maintenant, le repli qu'on observe pour nos armées a un 4e élément derrière. Comme ils dépendent pour faire la guerre du matériel militaire de ceux qui les ont mis en place. Comment se fait-il qu'au moment où souvent ces armées sont attaquées, les ennemis soient mieux équipés que les armées? C'est parce que, en réalité, on décide de ne plus laisser ce qu'on a mis en place parce qu'on n'est plus très content d'eux. On veut leur montrer que s'ils ne restent pas, s'ils ne respectent pas le pacte colonial, en réalité, leur armée sera balayée. C'est-à-dire, leur pouvoir sera donné à quelqu'un d'autre. Voilà comment se passe. En Afrique, 70% de cas ou 80%, on n'a pas d'armée. On a des corps d'apparat. C'est pour ça que leur plus grand moment, c'est les défilés. Ils viennent nous défiler et on y met les civils pour montrer aux civils que voilà, comme nous sommes au pouvoir là, si vous vous amusez, on va envoyer ces gens. Et Douala, notre cité Douala a expérimenté ça en février 2008. Pendant que les Camerounais pleuraient le fait que l'Égypte leur ait pris une finale de Coupe d'Afrique et que quelqu'un a dit qu'il va continuer à gouverner,
quand les Camerounais ont voulu manifester, on nous a fait sortir un corps qui était encore l'armée du président de la République qu'il préparait secrètement. On a vu le bataillon d'intervention rapide sortir pour venir mettre l'ordre. Le bataillon d'intervention rapide, c'est-à-dire que des commandos à qui on a donné la mission de rapidement exécuter les gens qui mettraient en péril la souveraineté nationale. Et on regarde maintenant que depuis que la souveraineté nationale est mise à mal, on ne voit pas le résultat. Et depuis près de 10 ans maintenant, on ne voit pas le résultat. Parce que je vous garantis qu'aucune armée ne peut vaincre son peuple en Afrique. Et qu'aucune armée africaine telle qu'elles sont organisées là ne peut faire face à une menace terrorisme parce qu'elles dépendent de ceux qui financent le terrorisme. Il suffit qu'on coupe on ferme le robinet à droite et qu'on l'ouvre à gauche et c'est terminé, la cause est réglée. Il n'y a pas d'armée en Afrique, il faut les réorganiser. Patient parfait d'homme, il faut réorganiser, il faut refaire l'armée, mais que vaut une nation sans une bonne armée? Finalement, elle ne vaut rien. Non, écoutez, les armées sont à l'image de leur propre nation, si on peut les appeler ainsi. Mais quand vous regardez l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, l'expression nation aussi, c'est une construction à venir. Parce que parler de nation dans le cadre de nos États d'aujourd'hui, ça pose un problème. C'est une construction à venir dont nous avons l'obligation justement, par tout ce que nous faisons là, de mettre des procédés en place pour que nous puissions y arriver. Pourquoi pensez-vous que dans les armées, ça dépend, Tetsinda et même Soro l'ont dit tout à l'heure, ça dépend de la manière dont par exemple un pays a accédé à sa pleine souveraineté. En fonction de la manière dont ce pays a atteint sa pleine souveraineté, vous avez un type d'armée. Si vous avez des armées comme ce fut le cas avec l'armée de la Côte d'Ivoire, où tout le monde le savait, au fait disait, moi je n'ai pas besoin de l'armée parce que je suis sous le parapluie de la France. C'est quand Gbagbo arrive, il voit cette affaire-là, il dit, ben c'est pas possible. On ne peut pas être un pays soi-disant souverain sans une armée capable justement de défendre le territoire national. Oui. Si on prend le cas par exemple, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas d'un pays comme le Cameroun, notre armée à la base a été, ça dépend de l'histoire de l'armée, oui. Elle a été construite d'abord pour combattre des gens qui réclamaient l'indépendance, dans un premier temps. C'est une armée qui a été construite pour combattre la volonté du peuple de s'affranchir de la tutelle, n'est-ce pas, du colonisateur. Cette armée va connaître certaines mutations, au point où on a une armée aujourd'hui, comme Tartan l'a dit, il ne faut pas faire la fine bouche là-dessus, on a l'impression que l'armée régulière et notre armée, au sein de l'armée elle-même, avec j'allais dire, des capacités d'intervention qui ne sont pas tous au même niveau, ils ont des destins, j'allais dire, différents. Et nous avons d'autres pays qui ont accédé à l'indépendance. Et maintenant, je mets quand même un bémol. L'armée camerounaise est en train de s'améliorer. De muter, oui. De muter pour devenir une vraie armée nationale. Et on l'a vu avec l'intervention, par exemple, cette armée au nord Cameroun, la lutte contre Boko Haram, chapeau, et tout le monde a été émerveillé de découvrir qu'on avait cette armée-là qui était en pleine mutation et qui était maintenant en capacité de se projeter sur des terrains d'opération aussi difficiles que ce fut le cas au niveau de l'extrême nord et surtout d'avoir des victoires extrêmement importantes. Maintenant, nous avons d'autres pays qui ont justement, et c'est là où ça devient intéressant, qui ont acquis leur indépendance avec leur armée. C'est-à-dire que c'est leur armée qui a permis au pays d'accéder à l'indépendance. Vous avez le cas de l'Algérie, la cité, le cas de l'Angola, mais en Angola, encore il y a un fait qu'on édite souvent. L'armée angolaise est l'une des rares armées en Afrique qui a infligé pour la première fois une défaite à une armée blanche. Ce fut la bataille de Cuito-Canavale. Si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé à Cuito-Canavale, vous ne pouvez pas comprendre la suite de ce qui s'est passé avec la libération même de toute l'Afrique australe. Pour là, l'Afrique, une armée blanche a été défaite. Et ils ont coalisé, avec l'aide des Américains et tout ce que vous pouvez imaginer, a été défaite par une armée constituée de Noirs. À partir de ce moment-là, je crois que ceux qui dirigeaient le monde sont dit, si nous n'allons pas avoir des négociations pour anticiper et au moins continuer de contrôler l'économie au niveau de l'Afrique du Sud, nous allons tout perdre. C'est ça la raison profonde des négociations qui ont abouti à la fin de l'apartheid. Donc, vous voyez donc ce dont cette armée est capable. Alors, dans ces pays-là, par exemple, la question de la formation militaire, elle est obligatoire pour tout le monde. Tous les citoyens passent par là, pratiquement. Si vous voulez avoir un job dans le pays, il faut
passer justement par une formation militaire. Il faut montrer ces certificats-là. Si vous voulez avoir une affaire même dans le pays, il faut montrer que vous êtes passé par là. Parce que c'est comme un tamis pour qu'on se rende compte qui est patriote et qui ne l'est pas. Est-ce que vous comprenez? Bon, au Cameroun, à un moment donné, je crois que c'était pour les gens qui étaient dans les grandes écoles, on les obligeait d'aller au Sifan Ngaoundéré pour en faire de véritables patriotes avant de le mettre aux affaires. Mais de plus en plus, je crois que cette tendance, elle a pratiquement disparu pour entrer dans ce qu'on appelle, vous appelez aujourd'hui les armées professionnelles. Mais en réalité, ça dépend aussi maintenant de la conception idéologique de la défense que nous voulons. Quel type de défense nous voulons? Moi, je pense que je suis pour les armées populaires, pour une défense populaire. Vous allez dans un pays comme Cuba, vous pouvez balader, vous ne verrez jamais personne en armes. Mais tous les gens qui sont autour de vous sont des militaires. C'est pour cela que Cuba a un jet de pierre de la Floride, mais les Américains, après le débarquement de la baie de Cochon, ont compris que les gens là, on ne peut pas s'amuser comme ça. Il y a des pays en Afrique, je prends le cas des pays comme l'Éthiopie. Si vous rentrez en Éthiopie aujourd'hui, il est moins de 9 h. Avant midi, Addis Abeba est au courant que quelqu'un rentre dans son territoire, que soit par la voie des airs, même par la voie terrestre. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est tellement, le pays est tellement quadrillé que chaque moindre mouvement est rapidement reporté à un noyau central qui essaie de comprendre qui est entré et pourquoi il est entré. Regardez le pays comme un pays comme chez nous, le Cameroun. Il y a des gens qui entrent, qui sortent, qui font ce qu'ils veulent. Je discutais avec une bande de journalistes des Nomades qui m'ont dit: est-ce que vous savez qui est les gars qui partent à moto depuis N'Djamena jusqu'à Douala et ils ressortent à moto? Vous vous rendez compte? De N'Djamena à Douala à moto, hein? C'est-à-dire qu'on peut commanditer un coup, on dit supprimer le Tatinda, quelqu'un part, un Boko Haram part de la zone de lac du Niger et de lac Tchad, il vient supprimer Tatinda et il rentre. Sans être inquiété. Donc, c'est autant, et là, on parlait de renseignement tout à l'heure, parce que l'armée aussi, c'est aussi le renseignement, parce que le renseignement militaire. C'est pour dire donc que nous avons face, ça dépend comment chacun de nous accède à l'indépendance, chacun de nous voit les questions de souveraineté, et en fonction de ça, on a un type d'armée bien précis. Maintenant, le gros du problème, dans le boulet, si on peut l'appeler aussi, c'est notre rapport, justement, avec le monde extérieur, à notre dépendance vis-à-vis du monde extérieur. On ne peut pas être aussi dépendant que nous le sommes. Tout à l'heure, on a dit que peut-être c'est 3 États seulement qui fabriquent des armes, et penser avoir des armées qui ne seront pas, elles aussi, dépendantes de ce monde extérieur, pour des ravitaillements, pour leur logistique, etc. La guerre aussi, les guerres aussi, ça se finance. L'information, ça se finance. Vous allez quelqu'un a parlé de la formation d'un enfant de COP, mais non. Les formations des armées coûtent extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. Parce que un soldat d'un certain niveau, c'est une compilation de plusieurs disciplines en un. Je discutais dernièrement avec un jeune du bataillon d'intervention rapide qui vient qui sont en OPES au niveau de la Centrafrique et qui m'expliquait que, par exemple, quand on dit que quelqu'un était un artilleur, c'est les gars qui sont dans l'artillerie, ce n'est pas seulement la force brute. Il faut beaucoup de science, il faut des calculs mathématiques. Si vous voulez tirer nos buts, et pour nous dire que le but là doit tomber de Douala en Konsamba, en plein cœur du 4e Saturne de Konsamba, il faut beaucoup de calculs. Il faut être un grand physicien. Les directions de vent, les trucs de balistique, c'est trop compliqué. Donc vous voyez que l'armée aussi demande un certain niveau, n'est-ce pas, du point de vue de la compréhension, comment on dompte la science pour être une armée compétitive. Donc tout cela mis ensemble avec le niveau de dépendance de nos États ne nous permet pas d'avoir des armées compétitives. C'est impossible aujourd'hui. C'est pour cela que je tire sur le chapeau à un pays dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'Iran. Quand vous voyez les capacités que se sont dotés les Iraniens, alors qu'ils sont moins lotis économiquement, par exemple, à l'Arabie Saoudite qui est restée dans le Coran, vous vous rendez compte que c'est les gens qui ont pris conscience du fait que s'ils n'ont pas l'armée là, dont ils ont besoin, ils vont disparaître. Face à la puissance d'Israël, qui est le pont avancé de la présence américaine dans cette région. Donc, en fonction aussi des menaces potentielles qui sont autour de vous, vous construisez aussi un type d'armée pour être en capacité de répondre à ces menaces à venir. Et maintenant, pour sortir, la question des droits de l'homme, comme on dit souvent, la plupart des armées passent par ces formations. Mais il faut dire, quand vous mettez une armée en conflit avec son propre peuple, vous créez quelque chose dont personne ne peut vraiment
bien malin celui qui peut dire ce dont ça peut donner. C'est pour cela que je dis, quelle qu'en soit la nature d'un conflit, il faut souvent passer par des règlements d'ordre politique. Parce que quand vous mettez une armée en conflit avec son propre peuple, tôt ou tard, cela va avoir des séquelles terribles. Moi, je continue de le voir dans la zone qui est la mienne, où c'est fut à un moment donné les supplétifs de l'armée française qui était constituée de Camerounais qui ont fait la guerre contre leur propre peuple en tuant et en rasant des villages, en décimant complètement toute une population. Aujourd'hui, je le dis ici, quand vous allez chez moi, vous dites Benboua, les gens tremblent. Vous dites Moussi, les gens tremblent. Il dit attention. Et c'est resté, vous voyez, un gosse. Alors que c'était les enfants de la même ethnie qu'on a mis en place pour décimer, n'est-ce pas, l'ethnie, parce qu'il fallait construire une nation. Donc, je pense sincèrement que toutes ces problématiques-là doivent être abordées dans le cadre de la refonte des armées modernes dont l'Afrique a besoin. Souvent, je parle d'une task force pour combattre Boko Haram ici sur notre plateau. Nous avons toutes ces réflexions pour qu'on puisse avoir les armées à niveau. Le cas du Mali est là, mais je pense que pour le Mali a lui tout seul. Si on veut aller au plus pressé, l'armée malienne ne peut pas régler. C'est impossible. Pour deux raisons. La première raison, c'est la superficie du Mali. Regardez le Mali. C'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Je ne sais pas, tapez, vous me donnez la superficie exacte. 1,2 million. 1,2 million comme ça. Le Mali a une frontière commune avec l'Algérie. Le Mali a une frontière commune avec le Niger, avec le Burkina Faso, avec la Côte d'Ivoire, avec la Mauritanie, avec le Sénégal. Vous comprenez? Comment cette armée malienne, avec un pays pauvre comme le Mali, qui produit uniquement 50 tonnes d'or, dont je vous ai dit de la fois dernière que l'or est le principal produit d'exportation du Mali à l'heure où nous parlons. Alors que les Sud-Africains nous avaient démontré qu'à moins de 2 ans maximum, on pouvait passer à une production de 200 tonnes d'or par an. Or, quand on voit le prix de l'once d'or sur le marché mondial aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça pouvait aider, n'est-ce pas, le Mali à se développer, non seulement à se développer, mais à se constituer une armée solide, robuste, capable, n'est-ce pas, de répondre aux enjeux sécuritaires qui se posent au niveau de son pays. Mais qu'est-ce que la France leur a dit? La France, avec un mouvement qui est né sur France 24, leur a dit non, laissez. Kidal est une bande à isoler. On ne veut pas de la présence militaire malienne sur cette enclave-là. La négociation. Qu'est-ce qui se passe dans alors que c'est un territoire malien? Mais qu'est-ce qui se passe dans la bande de Kidal aujourd'hui? Personne ne sait. Les gens qui sont à Bamako, qui se battent, ne savent même pas ce qui se passe là-bas. Si vous voulez entrer là-bas, vous devez d'abord avoir l'autorisation de la France pour y aller. Donc voilà, nous revenons encore. On tourne, on revient au fondamental. Tant que nous n'avons pas encore purgé la question du contentieux historique, que non, ce n'est pas seulement le Cameroun, mais l'ensemble de ces pays africains ont vis-à-vis de la France, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. Nulle part. On ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas purgé cette question de contentieux historique qui va nous donner enfin la liberté dont nous avons besoin pour constituer les armées en capacité, capables de répondre aux défis sécuritaires qui se posent à l'Afrique aujourd'hui, mais surtout à cette Afrique qui est bénie de Dieu. Quand je parle de Golfe de Guinée, c'est dit que c'est un scandale. On a tout ici pour être heureux, plus que dans le paradis dont nous rêvons. Mais regardez dans quelle misère nous sommes. Tout simplement parce que justement nous n'avons pas tous les éléments qui peuvent nous permettre de répondre, comme on dit en Côte d'Ivoire, comme garçon, n'est-ce pas, aux défis qui s'imposent à nous. Albert Anatola, ici vous avez suivi les uns et les autres. Il faut qu'une armée soit compétitive, il faut qu'une armée soit remplie de patriotes. Mais on sait également que les armées africaines n'ont pas d'armes, sont mal équipées, parfois mal formées et mal aimées également. Je voudrais faire mieux, n'est-ce pas, les propos tenus par Tachinda. Maître Tachinda. Tout à fait. Pour ajouter qu'en plus de l'idéologie, une armée doit avoir une philosophie, une vision. Et puis c'est le dirigeant qui arrive, qui a son idéologie, qui a sa philosophie, qui a la vision qu'il veut faire de son armée, qu'il veut mettre en place. Tout à l'heure, Passi a indiqué également que lorsque Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire aux affaires, il n'y avait pas d'armée. Oui. Il a pris sur lui justement de construire une armée. C'est ça qu'il s'agit. Puisque la thématique de ce matin porte sur l'armée malienne notamment, je ne peux pas, à cause des circonstances atténuantes, aux différents chefs d'État qui ont eu le privilège de présider aux destinées de ce pays. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. C'est vrai, le Mali c'est un pays vaste, mais écoutez, lorsque vous avez un pays vaste, vous engagez une politique militaire, c'est-à-dire quoi? Vous construisez les postes avancés pour éviter
de créer de l'espace. Parce que quand vous créez des espaces qui sont abandonnés, eh bien, vous aurez des occupants illégaux, nous le savons. Donc les occupants illégaux, par exemple à Kidal, Gao et Tombouctou, ce sont Pourtant, les images qui nous viennent du Mali ces derniers temps, si après le coup de force de la junte militaire de ce côté-là, nous montrent des militaires nus, sans armes, sans rien du tout. Et ils sont d'ailleurs des milliers comme ça. Non, ils sont tous sauf les militaires. Parce que lorsque vous avez... Moi, j'ai vu un documentaire sur une chaîne CNews, une chaîne française, pour ne pas la citer, mais j'étais scandalisé de constater que les hommes qui portent des treillis sont formés sur le terrain, pas l'opération Barkhane. Mais écoutez, il y a un problème. Et quel type d'armement ils disposent? Pour certains qui sont très heureux, ce sont les Kalachnikov. Pour d'autres, ce sont les fusils que nous gardons prisonniers. Masse 35. C'est Masse 36. Et vous voulez combattre un ennemi qui a une artillerie lourde? Non, il y a un problème. On a l'impression finalement, Albert Anatola, ici, que toutes ces armées se ressemblent, puisqu'on parle des Masse 35, des Kalachnikov et tous ces fusils qui datent des années 60. C'est quand même les armes que possèdent aujourd'hui les armées africaines. Non, il y en a qui possèdent plus que cela. Au Cameroun, je connais, j'ai pas de la GP, c'est de la garde présidentielle, j'ai pas du BI, c'est pas le type d'armement qu'ils utilisent différent. C'est vrai. C'est autre chose. Donc, je veux dire que ce qui pose problème, c'est qu'il y a d'abord, c'est vrai, ça coûte cher, mais l'argent qui est détourné, ça peut contribuer à former une armée, à constituer une armée. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est quand même dangereux que pour des pays qui ont la prétention d'être souverains, d'être indépendants, vous avez un ennemi qui connaît votre force, votre puissance de feu. Il y a un problème. Parce que les armes qui sont fournies ou bien qui sont achetées en France, quelquefois ce sont les armes qui sont dépassées là-bas. Hein. Ce n'est pas le même type d'armement qu'ils utilisent, que leur force de défense utilise non plus. Donc vous devez diversifier votre partenariat, que ce soit en matière de formation, que en matière de fourniture de logistique. Parce que lorsque vous avez le même fournisseur, ici connaît votre puissance de feu, c'est de ça qu'il s'agit. Au Mali, ils ont tout sauf une armée. Malheureusement, ils ont tous, je suis obligé de le dire, ils ont tout sauf une armée. Parce qu'un territoire, 60% d'un territoire de votre pays qui est contrôlé par des bandes armées qui sont plus outillées que vous, il y a un gros problème. Ça veut dire qu'il y a un problème de politique militaire. Oui, et la personne qui doit pouvoir implémenter cette politique militaire, c'est le chef des armées qui est le président de la République. Donc, je sais pas, au Cameroun, pour prendre ce cas que je connais un peu mieux, à un moment donné, lorsque Paul Biya s'est rendu compte qu'il y avait un problème, lorsqu'il voulait aller en rupture avec les fameux accords avec la France, il a créé le billet pour faire un pied de nez à la France, et le billet qui est formé par les Israéliens. Ça, c'est important. Il a diversifié, n'est-ce pas, les partenariats au niveau de la formation des militaires camerounais. Vous verrez que la plupart, certains sont formés en Chine, d'autres aux États-Unis, d'autres au Maroc, d'autres en France. Même en Russie, déjà, ils vont même déjà en Russie. Tout à fait. Tu sais que c'est une idée, c'est-à-dire en Chine, en Russie. Donc, il faut diversifier des partenariats militaires. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous voulez rester figé, ça crée justement des conséquences que nous avons observées, que nous continuons d'observer au Mali. C'est-à-dire que vous avez tout, sauf au Mali. Peut-être que vous avez une armée qui est présente à Bamako, mais qui est absente à Gao, Tombouctou et à Kidal, qui ne peut pas faire front à l'occupation de son espace par une armée étrangère. C'est un gros scandale. Pourquoi est-ce qu'une partie du territoire malien, parce que l'armée a une mission républicaine, c'est-à-dire la protection de l'intégrité territoriale. Si votre intégrité territoriale est violée par une autre armée, il y a un problème. Une armée étrangère davantage, surtout. Donc je pense que ça, c'est de la responsabilité, pas seulement d'Ibrahim Boubacar Keïta, mais c'est également de la responsabilité de ses prédécesseurs, c'est-à-dire Amadou Toumani Tchéri, qui est militaire, qui aurait dû même engager des réformes au niveau de cette armée-là. Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est dangereux. Non, ce n'est pas un problème d'argent. C'est d'abord un problème de vision. Ce n'est pas un problème d'argent, grand frère. C'est d'abord un problème de vision. C'est un problème de politique. C'est un problème de se doter d'une capacité de feu. C'est ça qu'il s'agit. Merci beaucoup Albert Anatola. Ici, je vais me tourner vers Bertrand Tatiana. Bertrand Tatiana, il y a quand même que les États africains ont souvent eu envie
de s'acheter des armes. Parfois même, ils se sont achetés des armes, mais sur le terrain, on s'est avéré que ces armes sont factices. Ben, ça dépend de la philosophie. J'ai bien aimé la démonstration du docteur Soro quand il parlait de armée et souveraineté. Oui. C'est-à-dire cela va de pair. Moi, je crois que même si vous n'avez pas des armes, si un militaire sait que je dois défendre ma terre, je dois défendre ma patrie au prix de mon sang, vous créez ce qu'un peuple camerounais, le peuple Bassa, pour ne pas le citer, appelé le Emlé. Nous avons eu à gagner des Coupes d'Afrique des Nations. Souvent, on n'avait pas la meilleure équipe. On n'avait pas les meilleurs professionnels. On avait des enfants qui jouaient dans ce qu'on appelle des clubs de seconde zone. Et on arrivait à gagner face à des gens comme des Algériens, face à des gens comme des Nigériens, dont les joueurs étaient véritablement dans les meilleurs clubs européens. C'est-à-dire que c'est un peu ça. Pour prendre le cas de l'armée malienne, Modibo Keïta avait une vision. C'est-à-dire Modibo Keïta estimait que le peuple malien ne peut véritablement pas se développer s'il n'exerce sa pleine souveraineté sur son économie. Il était avec Sylvus Olympio les premiers à réfléchir déjà de sortir des accords de coopération économiques. Mais ils ont été liquidés. Qui vient liquider Modibo Keïta? Moussa Traoré. C'est un militaire, Moussa Traoré. Encore faut voir quel genre de militaire c'était. Ça fait que le Mali se retrouve à sa tête avec quelqu'un, un militaire, devenu subitement un civil. Carrément chargé de protéger les intérêts français. C'est d'abord l'homme politique. Pour moi, c'est d'abord l'homme politique qui impulse la vision du militaire. Ou à défaut, c'est le militaire qui se bat pour arriver à sa souveraineté et décide de comment organiser sa défense. Donc vous avez deux cas. Quand vous avez quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une souveraineté, qui a été formé à, comment je vais dire que, dans un sous-centre d'instruction en France, il est porté en quelque sorte par des légionnaires français. Il arrive, il détruit en fait une vision nationale qui va véritablement vers cette souveraineté-là. Et il s'assoit au pouvoir. Il n'y apporte rien. Qu'est-ce que va faire Moussa Traoré? Il va consolider les intérêts français jusqu'à ce que la France, pour se blanchir, comme elle le fait toujours, lors de ce qu'on va appeler les conférences nationales, va mettre en place une pseudo-rébellion ou un autre militaire. C'est-à-dire que le ATT va venir renverser Moussa Traoré. Pour le ATT lui-même arriver au pouvoir et ne jamais structurer l'armée malienne. Vous voyez donc que dans ce précaré français surtout, vous avez en fait cette ligne où on ne comprend pas trop, où le militaire devient l'homme politique devient le militaire sans avoir une véritable vision. Autre chose également, c'est que les menaces aujourd'hui sont, de mon point de vue, multiples. Sachant que nous avons des pays pas très riches, moi je crois qu'il faut de plus en plus aussi réfléchir à ce qu'on appelle une capacité de défense communautaire. C'est-à-dire que nous avons à peu près les mêmes peuples. Les femmes, on les retrouve au Cameroun, on les retrouve en Guinée équatoriale, on les retrouve au Gabon. Donc, la CEMAC doit penser à sa défense. Parce c'est devenu aujourd'hui difficile tout seul, dans son petit coin, d'affronter un certain nombre d'intérêts. Je vous ai expliqué que vous avez des familles qui détiennent 5 000 milliards de dollars de fortune. La famille Rothschild. Donc, des familles comme ça sont prêts à mettre des pays à feu et à sang pour leurs intérêts. Vous avez quelqu'un comme Guillaume Soros. Il peut prendre George Soros. Oui. Il peut prendre une décision, prendre 100 millions de dollars, affecter, comment je vais dire, à sa fondation, à une de ses fondations. 100 millions de dollars. Combien d'armées, même en Afrique subsaharienne, peuvent justifier d'un budget de 100 millions de dollars, ne serait-ce que l'année, pour équiper les armées? Donc voilà, ce George Soros a de gros intérêts dans ce qu'on appelle l'industrie minière, dont lui ne lésine sur aucun moyen. Donc comment je vais dire, des milices armées, des groupes djihadistes sont devenus, comment je vais dire, que des études de faisabilité qu'on commande. Je vous donne un exemple. Le Mozambique, un pays comme le Mozambique, a signé il y a 1 mois et demi, 2 mois, 14 milliards de dollars de contrats gaziers et pétroliers. Vous savez ce qui s'est passé? 3 semaines après, un groupe djihadiste va prendre un port de pêche mozambicain. 3 semaines après. Donc pour vous dire que il faut être naïf pour ne pas comprendre que cette menace djihadiste vis-à-vis du Mozambique est intimement liée à un certain nombre de contrats que le Mozambique a signés. Donc si le Mozambique, à partir de cette nouvelle recette,
ne se constitue pas, comme M. Parfendom a dit, une véritable armée nationale, patriotique, mais elle aura de gros problèmes. Elle aura de gros problèmes. Parce que ces milliardaires-là, eh bien, ils expliquent que nous ne sommes pas contents de ces contrats. Faites-nous une étude de faisabilité en quelque sorte d'un groupe djihadiste qu'on peut exporter au Mozambique sur 5 ans. On fait l'étude de faisabilité, dit ça coûte combien? On dit il faut peut-être 5 milliards de dollars pour 10 ans de rébellion. Ils vont dire que ça coûte plus cher. Il signe le chèque. Lui, il a 5 000 milliards de fortune. Il signe un chèque. Et vous vous retrouvez en face des gens qui ont pratiquement 5 milliards de dollars en quelque sorte de financement et qui sont notamment des djihadistes, alors que votre armée, je ne sais même pas si elle a 50 millions de dollars en termes d'équipement, comme l'a dit le docteur Soho. Donc vous avez en face, comment je vais dire, une véritable armada. Enfin, il faut aussi que les peuples soient patriotes. Parce que une armée peut être patriote. Si le peuple qui accompagne l'armée n'est pas patriote, ça ne tient pas. Regardez le cas de la Chine. La Chine a été dominée par des Japonais. La Chine a été le pays, comment je vais dire, les traités inégaux. La Chine, véritablement, va faire même entre elles une lutte interne entre un Chiang Kai-shek, qui était patron du Kuomintang, mouvement nationaliste, et un Mao, qui était chef de file des communistes, mouvement nationaliste. Mais quand il va falloir faire face, comment je vais dire, à l'affront japonais, les deux vont taire l'instant, comment je vais dire, d'affronter le Japon. Donc, nous avons l'impression aussi que les peuples africains ont, par la formation, par l'idéologie, par, comment je vais dire, la propagande, en fait, la France a acheté, comment je vais dire, que même est mise à mal notre nationalisme. Vous avez beaucoup d'Africains qui estiment qu'ils sont bien habillés quand ils sont en costume. Ouais, excusez-moi, je suis en costume, c'est vrai, je me compte, je suis le premier, ouais, qui estiment qu'ils sont bien habillés quand ils sont en costume. Moi, j'entre chez certains amis, ils m'ouvrent une boîte de cassoulet, ils ont l'impression qu'ils m'ont bien reçu. C'est-à-dire qu'ils sont allés à un supermarché, ils ont acheté du cassoulet, qui est déjà, comment je vais dire, du haricot de troisième choix, effectivement, et il a l'impression qu'il t'a bien reçu. Parce que pour lui, il ne veut pas te recevoir avec soi-disant un mintumba ou un folon ou bien un amondo. Tu vois un peu. Donc, ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Avoir le citoyen qui est aussi, comment je vais dire, que un militaire civil. Donc, voilà autant de choses qui font. Pour prendre le cas, enfin, de cette armée malienne, on voit que et les hommes politiques, et le peuple malien, et même ce qu'on a appelé l'armée malienne, personne n'a véritablement jamais aimé le Mali. Alors que c'est un peuple de guerriers. Vous entendez l'expression les Bambara. Vous entendez, ils ont un sport là-bas favori qu'on appelle la lutte traditionnelle avec les Sénégalais. Quand vous regardez leur chaîne nationale, vous avez ce sport-là, c'est-à-dire des lutteurs traditionnels. Et on est vainqueur quand on a mis le dos de l'autre par terre. Ce sont des lutteurs. Ce sont des guerriers. Les Bambara sont des lutteurs. Oui. Le Mali, c'est une grande philosophie, c'est une grande histoire. Les Soundiata Keïta. Mais pourquoi le Mali ne peut pas reproduire et asseoir son armée sur l'histoire d'un Soundiata Keïta qui était véritablement un guerrier? Donc, c'est un problème pour nous, et je suis d'accord avec le docteur Soho. S'il n'y a pas de souveraineté, ne rêvez pas avoir d'armée, s'il n'y a pas de souveraineté. C'est-à-dire que c'est par essence la souveraineté. Les États-Unis, leurs cousins anglais, les États-Unis ont fait une guerre d'indépendance. Hein. C'était une colonie, hein, les États-Unis. Il a fallu que un homme politique américain dise à la Grande-Bretagne que nous entrons en guerre. Et les États-Unis ont arraché son indépendance au prix d'une guerre. Donc la nation américaine est aussi bâtie sur ça, sur ce nationalisme américain, la suprématie américaine. D'ailleurs, ça devient un problème parce que ça génère une forme de racisme. Et c'est en ça que Donald Trump, contrairement à ce qu'on dit, au sein de l'Amérique profonde, est très aimé parce que c'est un suprémaciste américain. C'est quelqu'un pour qui l'Amérique au-dessus de tout. Merci Bertrand Tatinda. Docteur Soho Serge, jusqu'à preuve de contraire, vous avez suivi les uns et les autres. Il faut une armée souveraine, une armée de patriotes, mais on ne va pas également oublier un autre détail, hein, il faut le dire. Pour certains téléspectateurs, ils ont l'impression que certaines armées africaines ne sont bonnes à faire des coups d'État, qu'à faire des coups d'État. Mais il ne se trompe pas. Moi, je pense que peut-être la matinale devait être la journée. Parce que poser la problématique de l'armée, en fait, c'est poser la problématique de l'existence de nos pays. Oui. Toute l'existence, quel que soit le bout. Oui. Bon, on n'aura peut-être pas le temps, mais on va essayer de faire ce qui pourrait être facile à comprendre pour tous les citoyens. J'ai dit à mon entame de propos qu'il s'agissait du peuple. L'armée, c'est le peuple. Si vous avez une armée, comme on veut nous le faire croire, qu'il y a une institution à part, Oui. du peuple, c'est déjà faux.
C'est déjà une menace, c'est même une menace pour la survie du peuple. Et c'est ce qu'on voit au Mali. Parce que ça devient des clubs de protection du pouvoir au service des autres. Pourquoi? Parce que la constitution nationale, quand on y met une armée, on met en déficit un paradigme qui est pourtant celui qu'on est, c'est-à-dire la république des privilèges. Si vous avez les républiques de privilèges, vous ne pouvez pas avoir d'armée. Il faut mettre en avant le privilège de la république. Le privilège de la république, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est l'ensemble de 4 éléments principaux souvent que chaque citoyen sait que la république lui a offert. Et à ce moment-là, il est prêt à mourir même les mains nues. Si l'école est gratuite ou accessible à tous, si la santé est gratuite ou accessible à tous, si l'emploi est disponible pour tous et si le logement, vous croyez que je peux laisser qu'on vienne prendre le Cameroun, même si je suis les mains nues? On l'a vu au Vietnam, même les États-Unis n'ont pas pu vaincre les Vietnamiens, quelle que soit la supériorité numérique. Et l'histoire récente, il nous a rappelé la bataille de l'Angola. Mais il y a eu une histoire récente au Moyen-Orient. Vous savez que l'Israël, c'est les États-Unis. Que Israël et les États-Unis ont soutenu l'Irak. Mais tout le monde a vu la débâcle irakienne face à l'Iran pendant 6 ans. Ils n'ont pas pu battre les ayatollahs où les gens avaient justement les MAS 36 contre les Kalachnikov et les MK47. Mais l'Iran, pourquoi? Parce que quand vous avez un déficit de logistique et que vous êtes par contre le peuple qui se défend, vous compensez votre déficit de logistique par un surplus et une supériorité dans la stratégie et la tactique. Vous avez vu comment les Vietnamiens mettaient en mal les troupes américaines avec tout ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils avaient compris, parce qu'ils sont chez eux. On ne peut pas venir vous battre chez vous. C'est vous qui connaissez, comme on dit souvent, le rap palmiste avec beaucoup de sorties. C'est vous qui connaissez comment vous gérez votre espace. Donc, quelle que soit la supériorité. Maintenant, pour le cas actuel, il y a un premier élément qui fait que l'armée ne peut pas s'en sortir en Afrique. C'est que la souveraineté économique a été abandonnée aux mains des colons. Comment voulez-vous que même pour les chaussettes, on sorte de l'argent du Camerounais pour aller enrichir un autre pays au nom de la défense? Une armée se construit sur son tissu économique. C'est-à-dire que l'armée est un moyen, et c'est ça qui va faire que si nous avons le pouvoir demain, l'armée sera aimée du peuple. Parce qu'on pourrait dire que telle région est la région qui produit le sac de l'armée camerounaise. Et ça sera une fierté. Sera une fierté. Vous allez voir des gens faire même des tenues qui seront similaires et ils seront fiers de porter leur armée. À partir de ce moment, vous ne pourrez pas venir à une frontière camerounaise et entrer pour organiser quelque chose contre cette armée-là. Les gens vont dire au renseignement militaire qu'on a vu tel ou tel entrée. C'est comme on a disait en Éthiopie. Hein. Dès que le premier taximan qui vous prend, vous amène à votre hôtel, quand il vous regarde comme ça, il s'arrête au poste, il fait le rapport et continue. Deuxièmement, une armée est aussi le creuset de la production scientifique. C'est-à-dire qu'il y aurait des institutions qui réfléchiraient à comment on fait l'aliment du militaire pour qu'il soit plus résistant s'il part au front. Et l'argent l'évasion monétaire que nous constatons au profit de la France, d'Israël ou de la Russie, va rentrer d'abord dans nos poches. Et ces garçons qui sont en train de produire pour leur armée, vous ne viendrez pas leur dire de ne pas soutenir l'armée nationale africaine. Troisième chose, comme je disais, l'armée serait le peuple. C'est-à-dire qu'une certaine catégorie de citoyens auront fait une formation militaire. Ils comprendront donc le rôle de l'armée. Et les militaires qui seront là comprendront que non, de l'autre côté, parce qu'on oublie souvent que l'armée s'appuie sur les civils. Hein. Il y a des consultants civils au profit de l'armée. Donc, vous ne viendrez pas traiter les civils comme des ennemis. Vous sauriez que parmi ces civils-là, il y a même ceux qui font que vous soyez forts. Lorsque vous aurez réuni ces 3 éléments, vous aurez acquis la légitimité politique. Parce que ceux qui nous gouvernent et qui sont en charge de nos armées manquent souvent de cette légitimité. Ils ne sont pas légitimes. Et du coup, ils coupent l'armée de ces 3 éléments et en constituent une sorte de gardien pour leur propre sécurité. Et ils sont donc obligés, puisqu'ils n'ont pas les éléments pour équiper ces armées, ils sont obligés d'aller se mettre à la solde extérieure. Dès lors, l'armée est fragilisée. Maintenant, le gros problème, ce que le copanéliste appelait la vision politique. En fait, c'est l'âme de la nation. Quelle est notre âme à nous, Africains? Moi, je veux même, il est bien de porter les vestes. Hein, on peut les coudre nous-mêmes avec notre coton. Ça n'aura rien, ça va non. Le vrai problème, c'est que nous avons perdu notre âme. Est-ce que c'est parce que je suis noir et que je parle bassa que je suis camerounais?
Non, ça va au-delà de ça. Si je m'arrête là, c'est pas vrai. Je suis Camerounais parce que pour moi, c'est le Cameroun d'abord, pour les Camerounais d'abord, et avec prioritairement les Camerounais. Si ce n'est pas ça, on ne négocie pas. Quelqu'un me disait hier que pourquoi vous revenez sur l'histoire. J'ai compris que le mal est encore très profond. Pourquoi on nous abreuve souvent de commémorations chez les autres et les gens applaudissent, ils payent même les billets d'avion pour aller regarder. Mais quand vous voulez parler de nous, nous ici, il faut que votre plateau m'intéresse hautement sur cette question aujourd'hui parce que vous nous donnez l'occasion de parler au moins d'une chose qui me tient à cœur. Le camarade Dom commençait à parler du contentieux historique. Vous-même à l'introduction, vous parliez du 27 août 1940. Est-ce que vous savez que toute notre vision militaire antique, les Sundiata Keita, dont le griot était un Camerounais, Bala Fasseli Kouyaté, et le Négus, les Tchaka-Zoulou, est-ce que vous savez qu'au moment où la traite négrière finit, parce que l'Europe commence à avoir un peu des problèmes pour continuer, l'Afrique est en reconstruction, et cette reconstruction est militaire. Si vous revisitez les batailles de résistance à la colonisation, vous allez voir qu'avec les flèches, les armées africaines mettaient en mal les troupes coloniales. Bien sûr. Mais comme on avait eu un déficit, la ponction négrière avait fait que nous n'avions pas souvent des hommes. C'est pour ça qu'on a perdu. C'est pas parce que ils avaient, certes, ils avaient des supériorités matérielles, mais je vous dis, sur le territoire, s'ils ne s'étaient pas coalisés, l'esprit de Berlin, où on disait que si un Européen avance, il faut qu'il avance jusqu'à rencontre. Donc on mettait nos armées entre deux étaux, deux palmages d'étaux pour les écraser. Malgré cela, les Européens jusqu'à présent sont traumatisés par certaines défaites qu'ils ont eues ici. C'est pour ça que quand ils réussissaient à vaincre un résistant, souvent ils allaient, ce qu'on a fait à Ben Laden, ce n'est pas les Américains qui ont inauguré ça, c'est la France. C'est la France qui a commencé à jeter les résistants à la mer pour qu'on n'ait pas de place de commémoration. Ce que vous dites maintenant, on ne pense pas à Sundiata parce qu'on a lavé le cerveau des Africains pour leur dire que vous ne pouviez pas vous défendre, on vous a vaincu. Mais je dis non, il y a eu en dehors de cette bataille pendant la période coloniale, la bataille des Sandales en Afrique du Sud, où les troupes britanniques ont été écrasées par Djingis Wayo, un des arrière-héritiers de Tchaka-Zoulou. Écrasés, c'est-à-dire que c'était la débandade, on les voyait courir avec leurs armes à la main devant les populations. Et ça a été des traumatismes. C'est pour ça qu'actuellement, le gros débat devrait porter sur les capacités des politiques africains à s'asseoir sur une légitimité, c'est-à-dire qu'ils reviennent à l'harmonie avec leur peuple. Et cela passe par une réhabilitation de la conscience historique. Cela devrait commencer ce 27 août-là. Pourquoi? Mais parce que ce sont nos citoyens africains mal équipés qui ont redonné espoir à la France. C'est ici à Douala que les premiers ont été recrutés. Même si par la suite on n'a pas voulu reconnaître leur ardeur en leur affublant d'un nom de dénigrement tirailleur. Ils ne tiraient pas ailleurs. S'ils tiraient ailleurs, les nazis n'allaient pas être vaincus. Ils tiraient à l'endroit là où les Français fuyaient. Et pendant ce temps, ils se cachaient derrière ces tirailleurs, il faut préciser. Alors, comment ces gens qui ont libéré la France peuvent être menacés par des petites bandes armées? Je vais dire avec ce que Tatita disait d'autres jours. Moi, j'ai été dans des pays, souvent, c'est pour ça que je n'aime pas aborder les questions de défense, parce que malgré moi, je me suis retrouvé souvent dans les milieux où, bon, on passait par cette formation pour vous donner ce travail, parce que vous étiez dans les endroits où l'insurrection pouvait commencer. Mais si vous écoutez les histoires de ces enfants soldats qu'on a souvent orchestrés en Afrique, vous mettez les mains à la tête. Il y a des enfants qu'on recrutait et qui ont $500 la semaine. $500 la semaine. Quel est le militaire camerounais qui a $500 la semaine? C'est pas possible. Donc, on les constitue comme ça, on les met au front et on leur dit, ok, vous avez une semaine de mission et vous allez chez vous. Vous avez des enfants de 17 ans qui ont une femme et enfants et qui ont construit des maisons seulement en pratiquant ça et en se disant que si je meurs après, au moins ma famille va s'en sortir. Moi, j'ai rencontré des enfants qui ont gagné $50,000 à moins d'une année de campagne. $50,000. Comment vous pouvez faire face à eux? Et ils ne sont pas souvent suréquipés. Sauf qu'ils se rendent compte que maintenant, ils ont l'impression que c'est une république qui leur donne maintenant le privilège d'exister. Le privilège de la république. Et ces gars mettent à mal des armées bien organisées. Des armées qui ont des unités spéciales. On était en Afrique du Sud. Là. Les militaires professionnels vous disent que quand ils sont devant eux, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la hargne de ces enfants.
mais c'est parce que ils ont l'impression de défendre un privilège que la République vient de leur offrir. Il faut donc restaurer le privilège de la République et non la République des privilèges. Merci beaucoup, docteur Soro, pour tous ces éclaircies. Messieurs, je vais lire quelques messages sur Facebook et sur WhatsApp. Marabine Joya nous dit, vous êtes parisienne tout à fait normale. Bon, là encore, DBS, la chaîne africaine. John-Marie Pi dit que bonjour, DBS, un coucou à monsieur Tatinda Bertrand. Rendez-vous le 13 septembre au Parc des Princes pour un PSG-OM. Bon. Vous comprenez déjà quand vous avez lancé le défi. Marabine Joya revient et dit merci à Bertrand Tatinda pour ses éclairages. Guillaume Willy Guillongue. Bonjour DBS, très bonne chaîne. Bonjour parfait d'homme. Willy Guillongue depuis Bakoa, Bokito. Donc c'est du côté de Bafia. Marabine Joya nous dit également de partager la chaîne. Nico Patrick, bonjour, la chaîne à la communauté de DBS TV. Marabine Joya nous dit que débat intéressant. Bon, on continue avec Marabine Joya. Bon, Karim Abdou nous dit bonjour le panel. Les armées africaines en général et celles du Mali en particulier sont faibles pour plusieurs raisons. Elles sont formées par les Occidentaux selon leurs idéologies. C'est ce qui nous fait savoir elles sont sous-équipées. Elles ne sont pas là pour la plupart pour défendre l'intégrité du territoire. Elles sont conditionnées par les Occidentaux. Donc, il n'y a pas véritablement d'armée en Afrique. Abdou Karim depuis Antananarivo. C'est du côté de Madagascar. Merci à tous les téléspectateurs de Madagascar. Marabidja, non. Didier Alimouka nous dit bonjour à tous. Pour moi, je pense que nos armées sont formées pour vivre dans l'opulence. Merci à vous également. Gédéon Bakom du Mali est la 16e puissance militaire de l'Afrique devant celui du Cameroun qui est 18e. Je vous poserai la question, qui fait le classement? Gédéon Bakom, bon, d'accord, je ne vais pas revenir sur les discussions là déjà. Je vais prendre en tout cas nos amis sur WhatsApp ce matin. Je vais commencer par merci beaucoup au docteur Soro. La personne n'a pas laissé de nom. Bonjour mes frères, ce que vous faites comme travail est énorme, bravo. S'il vous plaît, sur les inondations, Parfum d'Homme a oublié de parler de $6. C'est très grave là-bas. Bon, on vous a compris parfaitement à $6. On sait que c'est très grave de ce côté-là. On est avec vous, on comprend Manoka et tous les autres. Salutations très chers amis de DBS Matin, je suis très content du thème choisi du jour. Sachez d'abord que vous êtes forts pour parler de ce thème parce que beaucoup ont souvent évité d'en parler. L'Afrique compte énormément sur vous et espère sur DBS Matin à cause de votre volonté de dire tout haut ce que beaucoup murmurent tout bas. S'il vous plaît, j'ai une question à adresser aux 3 invités sur le plateau, ils sont 4. Si tel est tant que notre armée est, bon, la question un peu est au point. Quelle était la vraie cause de l'intervention de l'armée du Tchad et son actuel maréchal? Dites-nous véritablement quel était le risque que nous avions couru si le Tchad ne nous venait pas au secours. Je suis Antoine de Marie Obilda à Yaoundé. Bonne continuation et très belle émission. Soyez bénis pour toujours. S'il vous plaît, excusez-moi pour les fautes. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis Antoine de Marie Obilda. Boko Haram aurait-il eu le déçu sur nous si l'armée tchadienne n'était pas justement entrée dans ce combat? Merci pour le docteur, il s'appelle Thierry, il nous écrit depuis le Gabon. Merci à vous Thierry depuis le Gabon. L'envie à la chaîne DBS et à tous ceux qui participent aux émissions. Vous êtes bon, Philippe le Béninois. D'accord, là c'est du côté du Bénin qu'on nous fait savoir cela. Merci également à tous nos téléspectateurs du côté du Bénin. Bonjour DBS, bonjour Monsieur Ngos et bonjour au panel L'Afrique compte sur vous. Yves Véder depuis Bilonguet. Merci également à vous du côté de Bilonguet, ici même à Douala. Je prends quelqu'un du Togo. Bonjour à tous, mon nom est parfait et je vous écris depuis le Togo. Je vous remercie pour la mission et c'est vous qui devez aider l'armée avec les armées africaines. Bon, on continue à parler. On espère tout simplement qu'on nous écoute également, vous qui êtes du côté du Togo. Bonjour le plateau, cette thématique m'inspire beaucoup car j'en ai eu pour un exposé et je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'assurer d'abord un mieux-être à chaque soldat et renforcer l'équipement. Ensuite, investir dans le renseignement. Sam depuis Cotonou au Bénin. Bonjour à vous Sam depuis Cotonou au Bénin. Bonjour le plateau, c'est Isso de Lomé. Pourquoi parlez-vous de l'armée? Mais pour plutôt nos chefs d'État accrocheurs des fauteuils qui sont capables de sacrifier les militaires pour leur intérêt personnel. Vous-même, vous connaissez le cas du Togo. Un chef... Bon, on sait que vous voulez que nous parlions du Togo. On va en parler. Ne vous inquiétez pas, je vous vois venir, messieurs. Je vous vois venir. Mais bon, à tous les téléspectateurs du Togo, bonjour à vous. Nous sommes de tout cœur avec vous.
Bonjour à tous, Patrice depuis Bonabéry, c'est toujours un plaisir de vous suivre. Écoutez, l'Afrique n'aura jamais d'armée forte aussi que les réflexions qui sont faites sur notre armée viennent de ceux qui pullulent l'Afrique, de ceux qui nous exploitent. Les moyens financiers, nous les avons, car c'est l'Afrique qui finance l'armée des impérialistes. Bonne émission. Je dirais également que ceux qui nous ont assujettis se sont arrangés que cela soit ainsi. Il faut sortir du système impérial et avoir une vision africaine, et on fera bien sûr tout genre d'analyse et on reviendra toujours au point de départ. L'Afrique doit trouver son propre chemin. Nous sommes la banque du monde. Les moyens, nous les en avons. Pasteur Patrice, merci à vous également, Pasteur Patrice. Ils sont nombreux d'ailleurs à nous écrire, hein. Vous avez pas mal de messages. Coup de chapeau à Monsieur Soro. Il a un raisonnement très pertinent, logique. Nous avons besoin de toi pour éclairer les Camerounais. Malheureusement, il est à Yaoundé. Je ne sais pas s'il vient souvent à Douala. Hier, c'était sur droit de réponse. Aujourd'hui, c'est sur DBS Matin. Antoine, depuis Ngaoundéré, qui vous suit d'ailleurs. Hein. Apparemment, peu importe là où vous allez, lui, il vous suit. Alors, il retient que vous étiez sur droit de réponse ce matin. Il vous voit à DBS Matin. Merci également à vous. Bonjour, DBS, c'est Lafitou. Non, Latifou Mola depuis le Togo. Très fier de vous. Je vous souhaite tout le meilleur et surtout longue vie à vous. Merci également à vous. Hein. Et surtout, bonne journée. Bonjour DBS. Bonjour aux brillants panélistes, particulièrement mon idole, Monsieur Patient Parfendom. On devrait comprendre que 95% des armées africaines sont des armées coloniales dont la formation... il me fait savoir que dans la formation, dans la formation de ces armées est taillée sur mesure, sur la mesure du colon. Ce qui s'est passé au Mali en est un exemple et aussi peut arriver à nous, autres pays africains. Et si et seulement si les colons le veulent, alors c'est à nos dirigeants de revoir leur politique et leur patriotisme comme l'avait fait mon ancêtre papa Oumniobe. Merci DBS d'avoir lu mon message. Arnold Kenyé depuis Nkolbon, Agnala. Bonjour une fois de plus à DBS, c'est Arnold Kenyé qui vous revient. Un grand bravo au docteur Soro. Docteur Serge Soro pour cette deuxième prise de parole. S'il vous plaît, j'aimerais avoir son numéro de téléphone ainsi que celui de Monsieur Patient Parfendom. Vous les aurez, ne vous inquiétez pas. Ils sont d'ailleurs sur le plateau, hein, pouvez-vous les rencontrer ici. Bonjour Steve Ngos et tous les panélistes. Bonjour Rabet Santatida, mes encouragements aux techniciens qui font un travail extraordinaire. Sans eux, nous ne serions pas là ce matin pour parler des arts de nos armées africaines. Je vais révéler que tous les pays africains n'ont pas ce problème. Ici chez nous, au Cameroun, on a une école de stratégie de guerre à Yaoundé. Les Blancs viennent même se former. Ça veut dire qu'on a un potentiel. Mais le problème ici, c'est les États-Unis d'Afrique pour mutualiser nos forces et défendre l'intégrité du territoire africain. Mais Steve, vous savez que le menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. L'Occident a notre porte-monnaie. Quand tu n'as pas la souveraineté monétaire, tu ne peux rien. Ces colons ont inféodé notre système sécuritaire en plaçant les indiques à la tête de certains États africains qui donnent la sonnette d'alarme aux Occidentaux à chaque fois que l'Afrique veut se réveiller. Merci également à vous. Il a écrit toute une Bible. Hein. C'est Thompson errant depuis Douala. J'ai pas pu lire tout le message de Monsieur Thompson. Il est assez long parce que le temps nous est imparti. Bonjour à vous sur le plateau. Commençons d'abord par fabriquer nos armes avant de parler de l'armée et arrêtons de faire appel aux armées européennes, américaines, etc. Car ces armées étrangères viennent avec d'autres objectifs et ce qui constitue un danger pour un pays qui dit être souverain. Il s'appelle Machiavel. Oui, fidèle téléspectateur d'ailleurs, il faut le dire ainsi. Messieurs, permettez-moi de terminer avec ça. Salut DBS Matin, l'Afrique n'a pas d'armée. L'armée ne se limite pas seulement d'une formation physique et de tir. On a besoin des intellos pour développer plusieurs secteurs de l'armée pour être puissant. On doit aussi instaurer un service militaire obligatoire à partir du bac ou BEPC. Olivier Mboko, depuis Lomé au Togo. Bonjour Monsieur Ngo, sa faiblesse des armées africaines est due en tout cas aux Occidentaux. Ils donnent aux rebelles les armes de haute technologie et ils les forment comme des vrais commandos. Comme des vrais commandos, c'est le cas du Mali qui déroute l'armée régulière, signé Godola Garé depuis le Togo. Merci à vous également. Bonjour à vous Monsieur Steve, bonjour à tous les panélistes. Je suis triste, mais alors très triste pour l'ensemble des pays dits francophones d'Afrique. Vous vous rendez compte que tous ces préfets placés par la France en Afrique préfèrent massacrer leur population au détriment des intérêts de leurs gouverneurs. Vraiment, c'est déplorable. Mais j'ai grand espoir que ça va changer et qu'à chaque fois, le peuple se soulèvera. Ahmed Ndioya depuis Fumban. C'est ici, à Douala, et c'est sûrement du côté de l'ouest Cameroun. Bonjour à tous sur le plateau. L'armée africaine est forte que contre sa propre population. C'est une armée de serpents, car une armée comme un serpent marche sur le ventre. Marius depuis le Togo.
Merci à vous, Marius, hein, depuis le Togo. Je continue à lire vos messages. Bonjour DBS, s'il vous plaît. Nous aimerons beaucoup écouter Dr Soro tous les matins sur DBS. C'est Ahmed. Je vous ai dit que Dr Soro est à Yaoundé. Bon, s'il pourrait être là tous les matins pendant qu'il est là, bon. Vous lui demandez, je lui demande à Mondo Vision, hein, devant vous tous d'ailleurs, ce matin. Bonjour DBS matin, hier, merci particulier au Dr Soro. Apparemment, tout le monde du côté du Bénin. Et comme j'ai mes beaux-frères non loin de là, ça peut aussi être ça. Bonjour DBS matin, merci particulier au Dr Soro pour ses pertinentes analyses. Mohamedou depuis Garoua. Merci également à tous les téléspectateurs de Garoua. Bonjour DBS, quelle est l'heure de rediffusion de l'émission DBS Matin? Bon courage à tous les panélistes. Mahaman Salissou depuis le Niger. Ben il faut le préciser, c'est à partir de 23h, heure d'Afrique centrale. Je vous le dis, 23h, heure d'Afrique centrale. Tout dépend en tout cas de là où vous vous trouvez. Vous devez donc comprendre que c'est 23h, heure d'Afrique centrale. Bonjour DBS pour le travail que vous faites, Yero Abdoulaye depuis le Togo. Merci également à vous. Bonjour DBS, le Togo est à l'écoute. Je suis Prince depuis Lomé. Merci à vous Prince depuis Lomé au Togo. Bonjour à vous. Merci pour la pertinence de vos analystes et surtout des panélistes. Que le Seigneur vous protège. Bien Dieu depuis Ndokpassi, ici même à Douala. Messieurs, il y a encore des messages, Bonjour, prière d'accorder un peu plus de temps au docteur afin de nous présenter ce que l'éducation a toujours éludé. Un merci à votre panel. Thomas Daquin Bacan depuis Isakam. Merci également à vous. On va lui donner du temps. Bon, on nous a ajouté. Vous avez dit combien de temps déjà on nous a donné? 15 minutes seulement. On nous a ajouté 15 minutes. Hein. Bon, on verra bien. Bonjour DBS Matin. J'aime bien ce thème de ce matin et le niveau du débat. À vous suivre, on se rend compte que l'histoire de l'Afrique, qu'on nous apprend à l'école, n'est pas forcément la réalité, surtout lorsque le programme enseigné est façonné en partie par les colons. DBS est une lumière pour nous qui croyons au potentiel de l'Afrique. Courage à vous et soyez inébranlables, car vous serez secoués. Côteneur Kokou depuis Dapaon au Togo. Merci également à vous. Je vais continuer à lire vos messages. Hein. Ils sont d'ailleurs très nombreux parce que le temps nous est imparti. Il y a encore plus que 15 minutes pour sortir de cette édition. Le temps passe très vite. On aimerait tellement rester avec vous tout au long de la journée. Mais bon, c'est pas moi qui donne des ordres et c'est pas moi qui commande. Patient Parfum d'Ombre, vous avez suivi les uns et les autres jusqu'à preuve de contraire. On déclare haut et fort que les armées africaines n'existent que pour protéger justement les chefs de l'État et non pas pour protéger l'intégrité territoriale. Mais commençons d'abord par répondre à une préoccupation d'un téléspectateur qui parlait de comment dire ça, de l'intrusion du Tchad dans la guerre qui nous a opposé à Boko Haram, oui. Et en se demandant quelle est cette armée qu'on a, si le Tchad n'était pas venu à notre rescousse, peut-être que... On aurait perdu la guerre contre Boko Haram? Non, j'avais tempêté pendant longtemps sur certains plateaux en disant que au début de l'intervention camerounaise ou bien de l'intrusion du Cameroun dans cette guerre-là, oui. Je rappelle d'abord que la question de Boko Haram n'est pas propre au Cameroun. Oui. C'est une question qui est née au Nigeria, mais qui a débordé sur les frontières, au niveau de nos frontières. Donc nous avons été obligés de réagir par rapport à une question qui nous a été imposée venant du Nigeria. Vous avez tous vu les armées nigérianes être en débâcle, n'est-ce pas, face à la progression de Boko Haram, où on a été obligé de recueillir certains bataillons, oui, carrément, du côté camerounais qui fuyaient la progression de Boko Haram. Donc c'est une question qui est extrêmement essentielle. Mais, je continue de dire, l'armée camerounaise n'avait pas assez bien communiqué dès le départ par rapport à ce que nos forces ont dû produire comme effort pour bloquer justement la progression de Boko Haram. L'armée camerounaise et le BI ont fait un travail de sape incroyable. Incroyable. Bon, le Tchad n'entre pas en guerre parce que ils viennent forcément au secours du Cameroun. N'oubliez pas que il y avait eu des attentats qui sont produits en N'Djamena, non loin du palais présidentiel, premièrement. Deuxièmement, il y a un corridor qui part de la ville de Douala pour N'Djamena. Oui. C'est ce corridor-là qui ravitaille, n'est-ce pas, l'essentiel du Tchad dans tout ce qu'on peut avoir comme matière première, etc., n'est-ce pas, sur le plan économique. Ce corridor était menacé, justement, par les incursions de Boko Haram à répétition et qui mettaient en mal le trafic sur ce corridor-là. Donc il fallait absolument... Et N'Djamena a commencé à être étranglé. N'Djamena a commencé à être étranglé, d'où la nécessité pour l'armée tchadienne de rentrer dans la guerre pour desserrer le ton qui commençait à être pressant, à être sérieux autour de ce corridor-là. Donc
Voilà les raisons fondamentales de la participation du Tchad dans cette guerre. Donc le Tchad n'est pas venu au secours du Cameroun. Les gens le disent souvent, mais c'est faux. Le Tchad est venu à rentrer dans cette guerre pour sa propre survie, sur le plan économique. N'oubliez pas que quand on parle du lac Tchad, il y a des îles. On l'a vu dernièrement avec la colonie de Boma. Il y a des îles qui sont dans le lac Tchad, à l'intérieur du lac Tchad, mais qui appartiennent au Tchad. Ces îles-là avaient été carrément occupées par les troupes de Boko Haram. Donc le Tchad n'est pas rentré dans la guerre pour venir au secours du Cameroun, mais le Tchad est rentré dans la guerre parce qu'elle-même, elle avait des soucis sécuritaires qui commençaient déjà à être assez importantes, n'est-ce pas, tenues, et donc c'est ça l'explication. Mais maintenant, le prix que l'armée camerounaise a payé pour former cette digue pour empêcher Boko Haram de faire une razzia, si on peut l'appeler ainsi, dans toute cette bande-là, autour de lac Tchad, vraiment, les gens ne peuvent pas s'imaginer l'effort qui a été fait. Et cet effort-là est à saluer, il a félicité, il a honoré, surtout sur de nombreux martyrs de l'armée camerounaise qui sont tombés, et si nous parlons pas de l'armée camerounaise uniquement, l'armée nigériane aussi, l'armée tchadienne, et même l'armée du nigérienne. Tous ces jeunes gens-là, nous devons continuer d'avoir une pensée pour eux. Moi, j'ai perdu un neveu dans cette affaire, le sergent Paiement. On est de tout cœur avec l'armée camerounaise, il ne faut vous inquiétez jamais négliger cet aspect-là. Bon, maintenant, et n'oublie pas que pour le cas de Cameroun, la menace Boko Haram partait pratiquement de la province de la Damawa. Vous savez que de côté de Niger, il y a aussi une province de la Damawa, jusqu'à l'extrême nord. Je vous ai dit que quand on voit la frontière comme ça, on pense que c'est une ligne rectiligne. Non, ce sont des trucs avec des méandres qui entrent, qui ressortent, pour avoir une armée en position capable de contenir, puisque l'état de Borno était carrément entre les mains de Boko Haram. Le Niger, c'est plus de 300 millions d'habitants, monsieur. Quand vous avez un état comme pratiquement l'état de Borno qui est entre les mains d'une insurrection armée comme celle-là, c'est pas de chocolat. Donc, il faut bien réfléchir par rapport à cette question avant de s'y aventurer. Maintenant, revenons au sujet. Tout à l'heure, Anatole ici disait, c'est pas une affaire d'argent. Oui. Pour avoir une armée performante, il faut savoir de l'argent, Anatole. Je suis désolé. Tout à l'heure, on va parler des chaussettes qu'on ne peut pas fabriquer. Mais à un moment donné, l'armée camerounaise, les tenues là que nous portons, c'est quelqu'un qui était au Sénégal, qui les cousins, tout le monde le sait. Bon, qui était certainement un franchisé d'un groupe français. C'est de l'argent, Anatole. Le paquetage dont on parlait tout à l'heure, si nous pouvons seulement nous-mêmes fabriquer le propre paquetage de nos armées, mais c'est des sommes faramineuses. Ça se compte en centaines, voire en milliers de milliards. Donc c'est très important. L'argent compte. Si vous n'avez pas l'argent, on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Quand vous parlez d'argent, alors qu'il y a le coton, il y a une entreprise de coton au Cameroun, il y a le coton, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi ne pas faire les paquetages et les tenues des militaires camerounais? Est-ce que vous avez l'argent? C'est encore une question d'argent. Oui, si. Alors que vous avez le coton chez vous. Mais est-ce que vous avez l'argent? Décidez donc de transformer le coton. C'est l'autre nom de l'argent. C'est le problème. Quand on parle de France CFA, les gens pensent que ce sont des trucs... L'innovation et tout. Non, parce que le matériel... C'est pas un débat sur le 16 des ans, c'est un truc réel. Mais on a donc justement l'impression que finalement, tout ce que possèdent les armées africaines viennent de l'extérieur. Mais 99%. Je vous dis, les armes, c'est eux. Les bérets que vous voyez là, c'est eux. Même les trucs, les macarons, c'est eux. Tout. Et souvent, c'est la Chine qui fabrique. Nous, on ne fabrique pratiquement rien. C'est ça le problème, Même les fanions, là, c'est eux, dans une certaine mesure. Donc, il faut qu'on se libère de cette emprise. C'est pour ça que l'histoire, ce qui s'est passé, on va revenir pour le 27 août, ce qui s'est passé en 1944 avec la conférence de Brazzaville, qui fut une grosse escroquerie, suivie par la création d'une certaine monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA en décembre 1945, a annihilé complètement toute velléité de nos États de se projeter vers quelqu'un voie de développement endogène et autonome. C'est ça le problème. Donc même pour nos armées, c'est dans le petit truc là qu'on nous donne qu'on est encore obligé d'aller ponctionner pour faire vivre nos armées. C'est pour ça que vous avez vu, pendant la crise anglophone, j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant il faut qu'on fasse tout, mais qu'on ne fasse pas cette guerre-là. Pourquoi? Parce que les guerres sont coûteuses. Ça coûte à l'épargne nationale. Et nous sommes obligés de mettre en veilleuse certains projets de développement, les écoles qu'on aurait pu construire, les hôpitaux qu'on aurait pu construire, les routes qu'on aurait pu faire, parce qu'il faut entretenir la guerre. Il faut entretenir les armées. Hein? Donc,
honnêtement, on ne peut pas éluder la question du financement de nos armées. Bon, j'ai parlé de l'étendue de Mali, mais est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé au nord du Mali? Justement, il y avait des postes avancés. Mais quand la Libye s'est écroulée et que les djihadistes ont déferlé dans ces zones-là, on a exécuté des centaines de jeunes soldats maliens. C'est même ça qui est la source de la chute d'ATT. C'est ça. Donc, les gens sont en poste avancé sans munitions. Ils sont en poste avancé sans munitions. Il n'y a pas de relais logistique. Ils n'ont rien. Bon, vous dites que les autres ils étaient une armada. La Libye, c'était un, comment dire ça, c'était un dépanneur sur le plan de l'arsenal assez ouvert. Chacun venait se servir comme il voulait. Il l'armée, mais il avait un arsenal incroyable. Donc ces gars-là qui sont partis du nord du Mali, ces troupes djihadistes avec les Touaregs de MDM, là, quand ils descendaient... Non, mais patient, dis la vérité. C'est la France qui a donné tout cet arsenal aux djihadistes. C'est l'épée de Damoclès qu'on a posé sur les pays africains. Il y avait un arrangement. Il y avait un arrangement avec la France et les troupes Touaregs de MDM. Ils ont dit... isoler Kadhafi, nous, on vous promet un territoire au nord du Mali. C'est tout ça qui s'est passé. Et les drones et vos satellites ont vu ces gars-là descendre pour aller occuper leur territoire. Tout le monde l'a vu. Donc, ce sont des questions qui mêlent en même temps les responsabilités des États, mais aussi des questions d'ordre géopolitique qu'on ne peut pas oublier. Maintenant, la question de l'idéologie que sont a essayé de creuser, même Tatsina est revenu dessus, elle est essentielle. Cette question des idéologies de nos États sont essentielles. C'est quoi? C'est ça qui nous donne ce supplément d'âme, j'allais dire, sur le plan psychologique. Tout à l'heure, il n'y a pas de Himmler. Vous vous battez pourquoi? Parce qu'il faut savoir pourquoi vous vous battez. C'est ça. Sankara disait qu'un militaire qui n'est pas formé, il est plus dangereux qu'un brigand. Quand un militaire est formé et qu'il sait pourquoi il se bat, il a quelque chose en plus que l'autre militaire lambda n'a pas. Mais pour que nous puissions le faire justement, il faut qu'on ait des États qui sont en accord avec les pouvoirs qui les dirigent pour le moment. C'est ça la question de la légitimité. Il faut que je sois capable de dire que je vais mourir pour mon pays parce que je sais que ceux qui sont à la tête de ce pays, ils font tout pour nous rendre heureux. C'est ça le cas de Cuba. Je n'ai pas évoqué le cas de Cuba au hasard. Le cas de Cuba, le petit Cubain là, à qui c'est plus de 50 ans d'embargo, il n'a rien, il n'a pas d'eau, il n'a pas de... Il dit qu'ils sont dans une vieille masure qui vont s'écrouler, mais il sait que quand il a goûté au sel de la liberté, pour Dieu le monde, il ne peut plus accepter de perdre ce sel de la liberté. Il sait très bien que à l'époque c'était Castro, n'est-ce pas, et leader Maximo se bat pour son bonheur. Donc il est prêt à donner sa vie pour cela. Mais quand ce fut le cas de Mali, toi-même tu en as parlé ici, les gens se sacrifient pour combattre les djihadistes. Mais le fils du président, ouais, c'est comment vous l'appelez? Non, c'est pas possible. Il danse en Occident et en Orient. Au Bermude ou bien au Bahamas, je ne sais pas. Au Baléares. Au Baléares. Avec les petits. Comment voulez-vous que le petit soldat qui est là-bas au front se dise qu'il est en train de se battre pour une cause nationale? Pourquoi? Et là où c'est grave, le gars était à l'Assemblée. Il était dans un poste. Président de la commission de défense. Qui a acheté les hélicoptères qui ne fonctionnaient pas. Président de la commission de défense avait l'achat des hélicos qui ne fonctionnaient pas. Voilà les problèmes que nous avons dans nos États. Si tout ça est réglé et qu'on est sûr, je suis sûr que quand j'avance, Ngossé derrière, j'ai les yeux fermés, j'ai confiance totale qu'en avançant, Ngossé va me protéger. Si vous allez voir, justement, on n'aura pas de soldats, on aura de véritables guerriers sur le terrain prêts à défendre notre territoire, prêts à défendre nos États. 5 minutes pour sortir, le temps passe vite, on va sortir 15 minutes. Honnêtement, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Je sors de là, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Oui. Les fondamentaux, c'est d'abord qu'on découvre notre histoire. C'est une histoire glorieuse, contrairement à ce que nous pensons aujourd'hui. C'est une histoire glorieuse. Une histoire de guerriers. Glorieuse, je dis. Ces jeunes gens, en 40 qui sont allés libérer la France. C'était des guerriers. C'était des guerriers. Quand ils sont revenus, c'est eux qui se sont constitués dans les premiers instructeurs militaires. Quand la guerre nous a été imposée. Ce fut ce jeunes-là. Parce qu'ils n'ont pas compris d'avoir libéré la France et qu'en retour, on les crache au nez comme ce que De Gaulle a fait avec les pays africains. C'est ces jeunes-là qui se sont révoltés en premier. Au Cameroun et en Algérie, quand vous regardez très bien.
Ce sont les gars qui ont fait les batailles d'Indochine un peu partout, qui reviennent chez eux, vont dire non, 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 ça suffit comme ça. Nous sommes le principe d'égalité, le principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, selon la charte de l'ONU, il faut que ça s'applique aussi chez nous. Merci. Donc il faut cette idéologie-là, aimer son pays. Il faut de l'amour pour son pays. Aimer son pays veut dire qu'on travaille pour son pays et non braquer les caisses de l'État pour aller déposer dans les comptes numérotés en Suisse, au Luxembourg et dans les îles Caïmans. C'est là où, quand vous regardez par exemple les trucs là, les Panama Papers, vous dites que mais c'est pas possible. Ces gars qui nous dirigent, ils n'ont rien compris à la marche de l'histoire. Il faut l'amour pour son pays, il faut être patriote. Albert Anatola ici, mais pendant ce temps, il y a certains qui justement vident les caisses de l'État et vont déposer l'argent dans les îles Caïmans, pour ne pas dire dans les paradis fiscaux qui, jusqu'à preuve de contraire, il faut le dire, prospèrent au vu de tout le monde. Non, je voudrais rassurer le grand fait Fafendom en lui faisant comprendre que le problème de financement au sein de l'armée, c'est une question à la fois centrale et subsidiaire. J'explique. Aujourd'hui, nous constatons que dans l'armée, vous avez des gens qui deviennent des soldats ou des militaires, des gendarmes, des policiers, pas par vocation, mais tout simplement par défaut. Parce que ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs, ils deviennent donc, ils choisissent le métier des armes. Oui. Ils ne peuvent pas être de bons soldats, au sens militaire du terme. Ça, c'est important de le préciser. Lorsque je dis que l'argent n'est pas à la fois la question centrale et subsidiaire, surtout, je voudrais indiquer qu'il faut d'abord la structuration de l'armée. C'est ça qui est important. Parce que une armée, c'est d'abord une affaire de vision. Comme il a indiqué, c'est une idéologie, comme l'a indiqué tout à l'heure Tachinda, c'est également une philosophie. Ça, c'est important. Je voudrais également questionner ici, enfin, convoquer aussi le rôle socio-économique de l'armée. Parce qu'aux États-Unis, vous avez... que fait l'armée en temps de paix? L'armée en temps de paix fait quoi? Mais l'armée en temps de paix doit pouvoir participer à la construction socio-économique. Est-ce que c'est le cas? Tout à l'heure, nous convoquons, vous avez évoqué, par exemple, le paquetage. Mais ça devrait être produit par l'armée. Puisque nous parlons peut-être des problèmes de budget, oui, mais il faut qu'on puisse, comment dirais-je, engager l'armée camerounaise à avoir une industrie qui fabrique son équipement militaire en dehors peut-être des armes. Mais le reste, ça devrait être fabriqué par l'armée. On ne doit pas tout exporter, que ce soit en France ou en Chine. C'est pas tout à fait normal. Maintenant, il est essentiel de comprendre une chose, c'est que un pays qui a des ambitions d'émergence et de développement doit également se protéger. Qui prépare la paix, prépare la guerre. Ça, c'est connu. Maintenant, aujourd'hui, tout à l'heure, le docteur Soho évoquait la problématique de l'armée-nation. On voudrait bien qu'il y ait la problématique de l'armée-nation. Parce que très souvent, notamment dans le contexte camerounais, vous voyez des militaires qui font des brimades, qui font des brimades aux populations. Parce qu'ils sont en tenue. Ça, c'est pas logique. De ce point de vue, votre peuple ne peut pas être solidaire de votre engagement militaire. À partir du moment où vous devenez son bourreau, ça ne peut pas marcher. Donc, de l'autre côté, là, je pense qu'il faut donc, à mon sens, désormais, lorsqu'il y a des concours de recrutement qui sont lancés dans l'armée, qu'il y ait une sélection très rigoureuse, de manière à ce qu'on n'ait pas à faire à des brigands en treillis au sein de l'armée. Messieurs, dans quelques instants, nous sortons de cette édition. Je vais donner quelques secondes au docteur Soho, mais occasion pour moi de lire encore quelques messages que nous ont laissés nos téléspectateurs, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils disent que j'ai lu les autres et puis j'ai abandonné. Pardonnez-moi. Bonjour à tous ces invités de DBS. Merci aussi pour le travail que vous faites pour l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est le blanc. Arrêtons de croire au blanc. Bon, Christian depuis Douala. Longue vie à DBS matin, et à partir de cette brillante réponse à ma question, vous êtes vraiment lucide. Merci beaucoup à monsieur Fafendom. Félicitations, je suis très très content de vous. Longue vie à DBS matin. Longue vie à vous également, il faut le préciser. Messieurs, on continue en tout cas de lire les messages de nos téléspectateurs. Bonjour à tous sur le plateau de DBS Matin. La seule et unique vérité est que l'armée africaine est si faible parce qu'elle ignore la raison qui fait d'elle une armée au point de combattre contre le peuple et non pour le peuple. Merci à vous également qui nous avez écrit.
C'est Ikoum Patrick. Débat très pertinent et instructif. Je vous suis tous les matins. Ça fait du bien de savoir qu'il y a encore des gens qui s'intéressent à notre cause. Merci pour cela, Mintamak depuis Yaoundé. Merci au triple A pour avoir levé le quiproquo sur l'argent. C'est Koutner. Depuis Dapawan au Togo. Bon, tout le monde vous appelle triple A, même au Togo, hein, Bonjour DBS, je suis fier de vos analyses et je vous suis tous les matins. Que Dieu vous fortifie. Tchédré, Bassar, à Bassar de au Togo. Et ils sont très nombreux au Togo. Bonjour DBS, merci. Merci à vous. Bon, là, il a supprimer le message carrément. Parlant de l'armée, vous voudrez bien nous préparer une émission sur les anciens combattants. Philippe, du côté du Bénin. Oui, nous allons préparer justement une émission. C'est prévu dans les jours à venir, en tout cas pour parler des anciens combattants qui ont combattu pour nos pays. Bonjour DBS, le temps imparti à ce programme, à cette émission est insuffisant pour nous. Téléspectateurs, s'il vous plaît, veuillez augmenter le temps. Il déverse depuis Bilongué ici à Douala. Bon, je ne vais pas répondre à cette question. Bonjour à tous, je suis du Burkina Faso, je vous remercie. Merci à vous également du côté du Burkina Faso qui nous suivez ce matin. Steve, je reviens pour parler aussi de l'histoire du Cameroun. Il faut que notre histoire dans son ensemble soit connue par tous les Camerounais, surtout faire connaître tous nos héros nationaux. Je vais ici prendre l'exemple de l'histoire de l'homme lion qui avait tenu tête aux Allemands, mais il avait été trahi par son frère Maniben, le lion Banen. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui du lion indomptable du Cameroun. C'est juste une petite partie de notre histoire. Thomson errant depuis Douala, ici même à Bédi. Je vais prendre également ces derniers messages parce que là la réaction me fait des signes qu'il faut partir immédiatement, que c'est terminé. Monsieur Ndom, vous êtes chauvin. Non, je ne vais pas lire ça. En disant ce que vous dites, vous avancez des choses en les habillant avec une petite couleur de culture générale. Il faudrait vraiment que vous nous disiez la vérité. Car quand le Tchad est venu nous appuyer, je vous dis qu'aucune île du Tchad n'était prise. Bon, c'est Séni depuis Kousseri. C'est qu'il déclare d'ailleurs. Merci à vous Séni depuis Kousseri. Bonjour DBS, c'est le Camer qui coule ses tenues. Roger, on dit que c'est le Cameroun qui coule les tenues militaires? Pas entièrement. Pas entièrement. Bon, pas entièrement. D'accord, vous dites quand même que pas entièrement. Une partie est faite au Cameroun. J'ai dit avant. D'accord. Ça a totalement progressé. Toutes les chaînes, toutes les félicitations à la chaîne DBS. Merci, merci à vous tous pour avoir participé à cette édition de DBS Matin. Je termine avec un autre. Bonjour DBS, je vous suis tous les matins. Vous êtes lucide dans vos arguments. Merci. Iya Oumarou depuis Belel dans la Damawa. Une armée de cerfs conduite par un lion est plus redoutable qu'une armée de lions conduite par un cerf. Marius depuis le Togo. Messieurs, c'est ici que va s'achever cette auto-édition. Docteur Soro, quelques secondes, quelques mots. Oui, juste pour dire à ceux qui voulaient qu'on ait plus de temps que bon, qu'ils profitent du 27 août pour être à Douala, à la conférence, parce que nous aurons plus de temps pour parler de la question fondamentale, celle qui est même la cause première, parce que très souvent les autres sujets que nous évoquons ne sont que les conséquences, tant que nous ne sortons pas. Et je leur dis que les conflits que vous voyez en Afrique, en fait, c'est la troisième conquête impérialiste qui se prépare. Merci monsieur. Nous avons le temps, nous parlerons ici de Boko Haram et je vous apporterai des documents qui montrent comment ça se prépare. C'était un coup que la France a mis sur la tête du Nigeria pour lui faire la pression. Et ça avait été avec la complicité de certains États qui se brûlent les doigts maintenant. Merci Dr Soro, vous nous promettez quand même que vous serez là demain et après-demain. Je dis quand même, je sais que vous serez sur ce plateau. Oui. Bon là, demain, je ne sais pas trop parce que le programme ainsi sonne le glas, conseiller politique de M. Mobutu, un livre de 500 pages qui explique comment véritablement Washington décide de reconfigurer l'Afrique australe. J'espère avoir le livre. En quelque sorte, le truc. Vous prenez ce livre à quelques dates près, à quelques noms près. C'est la même histoire de la crise anglophone. C'est le même problème au Mali, c'est l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir. Il faudrait que chaque Africain lise ce livre. Maintenant, Tatiana, vous également, vous promettez que jeudi, émission spéciale de 3 heures pour parler du 27 août, vous y serez? Oui, je devrais être à Yaoundé, oui. Pascal Bavé, merci d'avoir été là, mais vous serez là en tout cas. Évidemment que je serai là. Et la conférence aura lieu à l'hôtel... Vallée des Princes, ici à Douala. Ici à Douala. Et effectivement, je m'excuse quand il s'agit du Cameroun, je suis chauvin. C'est vrai.
Albert Latola ici, merci également d'avoir été là ce matin. Écoutez, les problèmes de gouvernance, c'est partout, c'est une question centrale, mais sauf que ça devrait être évacué quand on parle de la... Jeudi, vous également, vous serez là? Je pense. Bah parce que vous allez vous susciter sur le plateau, hein, c'est ça une émission spéciale. On va pas l'oublier. Merci à la réalisation, merci à la direction générale de nous avoir accordé un peu de temps. Je vais grignoter également 4 minutes du 7 ans, désolé encore. Merci à tous les techniciens, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort, et la mort se moque bien de la victoire. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.